Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci pour votre présence à ce 63e entretien en direct. Merci à mes chers collègues. François Asselineau, bonsoir. Voici la première question, celle de Michael. Nous la prendrons au 17e degré. Damien Tarel a été condamné à de la prison ferme pour une simple gifle sur Emmanuel Macron. Est-il normal de ne pas poursuivre Brigitte Macron pour son geste, les violences conjugales étant de surcroît une circonstance aggravante? Une personne qui giflerait à nouveau M. Macron pourra-t-elle être désormais condamnée? M. Macron s'était pris en photo avec d'énormes muscles devant un sac de frappe. La manière dont il a été balayé témoigne de la violence de ce geste. Bien, c'est une façon un petit peu polémique de parler d'un événement qui a quand même défrayé la chronique, qui continue de défrayer la chronique sur ces malencontreux et rocambolesques événements qui s'est produit à l'aéroport d'Hanoï. Alors, resituons un petit peu le truc. Comment s'appelle-t-il? Macron part en voyage. Alors, je ne sais pas si c'est une visite d'État ou une visite officielle, c'est pas très clair. Mais ça change quand même un petit peu les données du problème, parce que normalement, si c'est une visite d'État, le président de la République part avec son conjoint. Si c'est une visite officielle, il peut très bien ne pas partir avec son conjoint du tout. Et même d'ailleurs, pour une visite d'État, il peut aussi partir sans son conjoint. Je me rappelle que j'avais accompagné, quand j'étais en cabinet ministériel, François Mitterrand, pendant la période de cohabitation, quand j'étais auprès de Gérard Longuet, j'avais accompagné François Mitterrand en Corée et au Kazakhstan. Je crois que c'était des visites d'État. Daniel Mitterrand n'était pas là. J'avais accompagné Édouard Balladur en Arabie Saoudite. Madame Balladur n'était pas là. J'ai accompagné ensuite Jacques Chirac dans de nombreux voyages au Japon, en Chine, en Asie du Sud-Est, dans toute l'Amérique latine. Madame Bernadette Chirac n'était pas là. Donc c'est pas du tout une règle évidente de se déplacer tout systématiquement avec la femme ou du président de la République ou le mari du président de la République, si le président de la République était une femme. Enfin bref. Donc là, Madame Macron, elle aurait pu ne pas être là. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Macron, quand il a fait ce déplacement, il a annoncé à grand son de trompe, il a fait du Macron, c'est-à-dire une espèce d'emphase. S'il était cuisinier, je pense qu'il ferait des soufflés au fromage ou des œufs en neige, tellement à partir de rien, il essaie de faire toute une espèce d'artifice qui épate la galerie, et puis progressivement, ça retombe comme un soufflé mal cuit ou comme voilà des œufs en neige ratés. Donc là, c'est pareil. Il a commencé par annoncer qu'il allait faire une grande tournée stratégique pour annoncer au monde sa vision de la présence de la France dans l'espace indo-pacifique. Bon, tout ça, ce sont quand même c'est un peu grotesque en fait, parce que personne n'a attendu M. Macron en 2025 pour savoir quel était l'intérêt de la France d'être, non pas, moi j'aime pas du tout d'ailleurs le concept de zone indo-pacifique, parce que ça, c'est comme la 11e circonscription des Français de l'étranger, où je me suis présenté aux élections législatives, c'est-à-dire que ça recoupe la moitié du monde. On ne peut pas avoir une stratégie géopolitique face à la moitié du monde. On peut avoir une stratégie dans l'océan Indien. On peut avoir une stratégie, enfin on doit avoir une stratégie vis-à-vis du sous-continent indien. On peut avoir une stratégie vis-à-vis d'un groupe de pays, par exemple les BRICS. On peut avoir une stratégie vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de l'Asie de l'Est. On peut avoir une stratégie dans le Pacifique Sud, mais à la grande zone indo-pacifique qui irait donc du détroit d'Ormuz jusqu'aux îles Tonga, et puis du détroit de Bering jusqu'aux Maldives. Enfin tout ça, et à l'île Maurice, tout ça, c'est du pipeau. Voilà. Alors, c'est d'autant plus du pipeau que Macron est arrivé, il a annoncé ça. Il allait en quelques jours, je crois que c'est de lundi au vendredi, il fait quand même 3 pays. Donc le Vietnam, ensuite il se rend en Indonésie et enfin il va à Singapour. Or moi, les voyages de chefs d'État comme ça qui sont précipités, où il fait 1 jour ou 2 jours maximum dans un pays, personnellement,
Je sais que c'est un petit peu la mode depuis maintenant un certain nombre d'années, mais personnellement, je ne suis pas favorable à cela. Je rappelle quand même que lorsque Charles de Gaulle s'était rendu en Union soviétique en 1966, je crois, il était parti pendant une dizaine de jours. Je rappelle que Charles de Gaulle, lorsqu'il avait fait sa tournée latino-américaine, il avait tenu à aller dans tous les pays d'Amérique du Sud. Je ne parle pas d'Amérique centrale, mais tous les pays d'Italie au Mexique un peu avant. Ça se passe en 1964. Lorsque De Gaulle fait la tournée d'Amérique du Sud, il va dans tous les pays. Il est parti 3 semaines. Il avait d'ailleurs demandé au croiseur Jeanne d'Arc, je crois, d'être au large des côtes du Pérou, etc. Parce que le mercredi, ou un certain nombre de jours carillonnés, pour signer des décrets, il avait cette coquetterie de quitter le sol péruvien, par exemple, ou bien même chose en Uruguay, je crois, pour aller sur le croiseur Jeanne d'Arc pour signer les documents des décrets, par exemple, pour qu'ils soient en territoire français. Mais enfin, ça veut dire que De Gaulle consacrait du temps. Là, l'idée de faire ça, de collectionner à toute allure, oui, bon, d'accord, mais tout ça, c'est Macron fait comme si c'était quelque chose d'extraordinairement nouveau. Ça n'a rien de très nouveau. Et puis, c'est surtout du langage, parce que Macron a toujours tendance à prendre les êtres humains, je pense, les tiers, c'est vrai des Français, c'est vrai du reste du monde. Il a toujours tendance à penser que les gens sont plus bêtes que lui, alors que c'est plutôt l'inverse, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il pense qu'à partir du moment où il va arriver et faire des rodomontades, une stratégie indo-pacifique, tout le monde va dire « Ah, bravo, formidable, etc. » Non. Quand on est au Vietnam, moi je connais bien le Vietnam, j'y suis allé plusieurs fois. Quand on connaît bien la Chine, le Vietnam, l'Indonésie, etc., c'est des pays que je connais vraiment bien. Les dirigeants de ces pays, ils voient ce qui est, se voit comme le nez au milieu du visage. C'est la disparition, enfin l'affaiblissement continu des pays d'Europe dans le poids de l'économie mondiale et dans le poids de la diplomatie mondiale. Mais il voit aussi l'effondrement spectaculaire de la France. C'est quelque chose qui les sidère, en fait. Hein, alors que lorsque Charles de Gaulle était allé en 1966 dans la région à Phnom Penh, où il avait fait le fameux discours de Phnom Penh, où il mettait en garde les États-Unis contre leur enlisement au Vietnam, ça avait eu un impact absolument majeur dans la région. Alors que maintenant, Macron, il se leurre, et il croit qu'il va revenir en disant voilà, on a vendu des Airbus, mais ça c'est vieux comme le monde. Moi, quand j'étais aux affaires dans les années 80, c'était déjà la recherche du nombre d'Airbus qu'on allait vendre. Donc ça n'a rien de distinctif. Voilà. Alors, ça c'est le cadre général. Et puis alors, patatras, il y a eu cette affaire absolument inouïe qui s'est produite, où on a eu d'abord des vidéos qui ont été lancées par l'agence France Presse et les médias français, où ils avaient charcuté. Et donc on ne voyait pas la scène de ménage que l'on a entreaperçue. Et cette vidéo a été lancée sur les médias sociaux sur le fait que Macron venait d'arriver au Vietnam. Et puis ensuite, dans la nuit, semble-t-il, il y a eu des médias qui sont sortis et qui montraient en fait que cette algarade où on a entreaperçu, il faut vraiment être d'une mauvaise foi, digne d'un troll qui vient sur notre page, pour mettre en doute le fait que c'est Brigitte Macron, puisque Madame Macron est assez amatrice des tenues un petit peu flashy, très très voyantes, assez vulgaires d'ailleurs. Et Madame Macron, on voit tout le monde a vu la scène, quoi, un bras rouge ou rose comme ça, et qui alors c'est un peu flou, c'est d'un peu loin. Enfin, on voit que c'est pas un geste amène. On ne sait pas si c'est une gifle, si c'est un coup de poing dans la figure, si elle lui rentre les doigts dans les narines. Enfin, il y a quelque chose. Et on voit le président de la République, c'est assez rapide, c'est même très rapide, qui donc est obligé de partir en arrière. Il a la tête qui part en arrière sous le coup. Alors, ce qui est très important dans cette histoire, parce que je vois, il y a des trolls qui viennent, qui essayent, qui doivent être des trolls macronistes payés par des agences de com, on voit bien ça. Je signale d'ailleurs au passage que nous, on a un système anti-troll. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des gens qui disent « Mais comment, monsieur Asselineau, comment pouvez-vous parler de ça, vous qui prétendez, vous n'avez décidément pas l'étoffe d'être un président de la République ?» Non, ça on connaît, on a un système d'anti-trollage, on va vérifier quels sont les gens
qui écrivent ça. Dans 99% des cas, ce sont des gens qui n'ont jamais relayé Asselineau, qui ont d'ailleurs en général très très peu et d'abonnés et d'abonnements, et qui sont en fait des trolls. Voilà. Donc ça, ils sont éradiqués immédiatement. Parce que les gens qui viennent me dire « Mais monsieur Asselineau, il faudrait parler d'autre chose, on peut attaquer Macron sur d'autres choses », c'est pas à moi qu'il faut le dire. Hein, ça fait depuis 18 ans que je critique la construction européenne, et depuis que Macron est à l'Élysée, le moins que l'on puisse dire, c'est que je n'ai pas été avare de critiques sur Macron, sur toutes ses politiques. Voilà. Donc que ce soit les politiques en matière diplomatique, en matière militaire, en matière économique, en matière financière, sur l'éducation, sur la police, la sécurité, etc., en permanence. Et ça sortit d'ailleurs d'un programme de redressement national. Donc c'est surtout pas à moi qu'il faut dire que j'attaque Macron sur d'autres sujets. Mais il faut l'attaquer aussi là-dessus. Parce que cette affaire était extrêmement importante. Pourquoi c'est une affaire très importante? Pour au moins deux sujets fondamentaux. Le premier sujet fondamental, c'est que bien sûr qu'il peut y avoir une scène de ménage dans un couple. Bon, enfin personnellement, je suis marié, ma femme ne m'a jamais mis les doigts dans les narines ou une baffe. C'est d'ailleurs réciproquement non plus, parce que ça s'appelle des violences conjugales et c'est d'ailleurs réprimé par la loi. Et j'ai l'impression que je ne suis pas un cas unique. J'ai l'impression quand même que globalement, à part chez la famille Bidochon, globalement, les gens savent se comporter en couple, même s'il arrive évidemment dans toute une vie qu'entre un mari et une femme, on puisse avoir de temps en temps des mots un peu, voilà, qu'on puisse avoir se mettre un petit peu en colère ici ou là parce qu'il y a eu un problème. Mais enfin, ça reste toujours, me semble-t-il, dans l'écrasante majorité des couples, ça passe vite et puis voilà. Alors. La question n'est pas finalement tellement ça. La question surtout, il y a plusieurs choses qui sont importantes. Ça a été la réaction de Macron. La réaction de Macron, d'abord sur le coup. On l'a vu à la télé, ça a été tourné, ça a été filmé par des agences de presse étrangères qui après ont mis ça au ralenti. On voit que Macron, sous le coup, a vacillé sous la violence du choc. Et puis il s'est rendu compte qu'il était filmé. Et d'un seul coup, en l'espace d'une nanoseconde, d'un seul coup, le sourire gypse. Voilà. C'est-à-dire que ça c'est très révélateur sur le personnage. C'est quelqu'un qui est habitué à être systématiquement en représentation, à jouer un rôle systématiquement. La deuxième réaction de Macron, quand il a su, semble-t-il, que ça commençait à circuler sur les réseaux sociaux, c'est qu'il a incriminé l'intelligence artificielle en disant que c'était des fausses images, et il a incriminé la Russie. Alors ça, c'est extrêmement grave. On peut pas. Il faut vraiment. Ça nécessite que tous les Français fassent un arrêt là-dessus, parce que c'est le même Macron qui veut nous entraîner à la guerre sur la Russie. C'est-à-dire qu'en fait, Macron a menti en pensant qu'il allait faire gober au public français qu'en fait c'était des images de synthèse qui avaient été truandées par les Russes. Ça a été son premier mouvement, mentir et accuser la Russie. Enfin, c'est dramatique pour un chef d'État. Non seulement c'est une gaminerie d'enfant de 6, d'enfant de 8 ans, c'est pas moi, c'est l'autre, mais en plus, c'est vraiment montrer qu'il n'a aucun sens de ses responsabilités. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que il a été pris la main dans le sac parce que, effectivement, il y a une vidéo qui avait circulé où il y avait le logo RT, Russia Today. Donc je suppose que c'est parce qu'il avait vu ça qu'il a dû se dire « Chouette, je vais pouvoir dire que c'est une manipulation russe ». Le problème, c'est que les mêmes vidéos avaient été tournées à des angles à peine différents par des agences de presse américaines et a été repris notamment par l'Associated Press, par Reuters britannique. Et moi, il y a également la télévision indonésienne qui filmait, qui a balancé ça, et là où on a vu toute la scène. Et à partir de ce moment-là, quand l'entourage de Macron lui a dit « Attention, 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 c'est en train de sortir sur l'ensemble des télévisions du monde, des télévisions américaines, on peut plus dire, ou indonésiennes, on peut plus dire que c'est une manipulation russe ». Et à ce moment-là, il a fait un nouveau discours, un nouveau mensonge. Il a dit que c'était une chamaillerie, voilà, c'était pour décompresser lors d'un voyage en avion. Bon, nouveau mensonge. Et un mensonge d'ailleurs en totale
Il ne pouvait pas dire que ces attaques contre la Russie, il s'était trompé, puisque les attaques contre la Russie visaient à faire croire qu'il n'y avait jamais eu la moindre algarade avec son épouse. Donc en fait, il s'est retrouvé complètement coincé, il s'est englué dans ses propres mensonges. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième réaction qui est très très importante à comprendre. C'est que nous sommes dirigés par quelqu'un qui a une mentalité d'adolescent qui refuse toute responsabilité, qui rejette toujours ça sur la faute des autres et qui ment comme il respire. Alors c'est pas hyper nouveau pour beaucoup de Français qui ont quand même commencé à décrypter le personnage depuis maintenant 8 ans qu'on se le ramasse. Mais c'est quand même pour beaucoup d'autres Français qui faisaient confiance, c'est quand même quelque chose d'absolument terrifiant. Si c'est quelqu'un qui avait été normal, si j'ose dire, il aurait dû dire oui, bah écoutez, excusez-nous, on a eu avec ma femme bon, je sais pas, de toute façon c'est délirant. Tout est délirant, mais enfin, au moins il fallait pas qu'il mente. Voilà. Alors le troisième enseignement de ça, c'est la soumission des médias français. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que les médias ont diffusé une vidéo qui a été... J'ai fait un tweet là-dessus, c'est pas moi d'ailleurs qui l'ai fait, parce que le web mondial s'est emparé de tout ça. J'ai vu que Candace Owens y est mis, etc., etc. C'est qu'on a pu voir à cette occasion... C'est pas la première fois, mais là aussi, c'est une espèce de... Il y a quelque chose d'allégorique dans cette histoire, puisque on voit de façon claire comme de l'eau de roche tous les mots les plus importants du régime Macron. Le mensonge, la dissimulation, l'invention, l'inversion des responsabilités, et puis la soumission des médias. Parce que les médias, les gens qui ont balancé l'agence France-Presse, quand ils ont vu la scène, ils l'ont soigneusement coupée. Et ensuite, d'ailleurs, ils ont gardé un silence de cathédrale alors que ça bouillonnait sur le web, jusqu'au moment où ça n'était plus possible, d'ailleurs, de cacher l'affaire. C'est vraiment... ça montre... Enfin, ça fait froid dans le dos, en fait. Ça montre que nous avons une presse qui a perdu toute dignité. Ça n'est plus que... C'est la presse de Corée du Nord, en fait, qui relate les faits et gestes positifs du grand leader Kim Jong-un, hein. C'est pas très différent dans son essence, puisqu'il n'y a pas le regard critique. Et alors aussitôt, vous avez les larbins de service qui sont montés au créneau. Non, mais c'est une simple petite chamaillerie, c'est tout à fait normal. Oui, c'est tout à fait normal. Alors, le dernier truc qui est sorti, c'est sorti hier. Et là, la presse française a gardé un silence total. Mais j'en ai fait un tweet aujourd'hui. C'est que il y a nos amis britanniques, évidemment, qui n'en perdent pas ils n'en perdent pas une miette, hein, parce que il est bien évident que Macron s'est rendu insupportable non seulement aux Français, mais à énormément de dirigeants et de journalistes dans le monde entier. Il est perçu comme un individu absolument insupportable, odieux. Bon. Alors évidemment, si en plus on peut le coincer, il y a des médias, et tout spécialement de la perfide Albion, qui a une grande spécialité, d'avoir recours à des gens qui font de la lecture labiale, c'est-à-dire lire sur les lèvres. Or, le Daily Mail a déjà piégé comme ça, d'ailleurs, Trump avec Macron, je crois que c'était à Saint-Pierre-de-Rome. Hein, donc il faut faire très très attention à la presse internationale, notamment aux Britanniques et aux Anglo-Saxons, et qui grattent, et qui ont recours. Et ce ne sont pas des diseuses de bonne aventure. Il y a des véritables experts dont c'est le métier d'arriver à faire de la lecture labiale, c'est-à-dire à partir d'une vidéo, de voir ce qui est dit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je n'en sais rien. Mais ce qui est en tout cas certain, c'est que le Daily Mail a annoncé que lorsqu'il y a eu l'algarade dans l'avion, ensuite Macron est sorti au vu et au su de tout le monde, puis Brigitte Macron est sortie, et tout le monde a pu voir devant le monde entier qu'il tendait la main à sa femme et que celle-ci a refusé. Et ils sont descendus, alors que dans tous les cas antérieurs, ils étaient descendus bras dessus, bras dessous, ben là ils sont descendus séparément. Et d'après la presse britannique, eh bien, qui aurait lu à ce moment-là, pas dans l'avion, mais à ce moment-là aurait lu la conversation qu'il y aurait eu entre Macron et sa femme, et Brigitte Macron aurait dit « espèce de loser », en parlant
du président de la République française. C'est-à-dire pour les personnes un peu âgées qui ne savent pas ce que ça veut dire un loser, ça veut dire une espèce de nul, une espèce de perdant. T'es un loser, c'est vraiment le ringard qui se fait avoir, qui est battu par tout le monde. Voilà. Et à ce moment-là, Macron aurait répondu, je dis bien des conditionnels. Macron aurait répondu, essayons s'il te plaît, c'est-à-dire sans doute essayons de faire bonne mesure s'il te plaît. Elle aurait répondu non, et Macron aurait dit je vois. Puis après, il serait arrivé en bas de la passerelle. Alors, il est possible que ce soit une fake news distillée par nos amis britanniques. Je n'en disconviens pas. Il est possible aussi que ce soit la réalité. Ce que je suis quand même plutôt un peu enclin à penser, parce qu'ils ont recours à des véritables spécialistes et ils le font à chaque fois qu'il y a des sujets de cette nature. Mais l'essentiel, c'est pas là, en fait. L'essentiel, ça a été ce qu'on appelle la réception de cette information dans les médias du monde entier. Et là, les médias français ont gardé un silence total, sauf cet après-midi, j'ai vu que l'Indépendant de Perpignan commençait à en parler. C'est que le fait que la femme du président de la République française lui disent en serrant les dents, espèce de loser, il venait de se tabasser dans l'avion, s'est répandu comme traînée de poudre. Donc c'est aux États-Unis, en Angleterre, c'est toute la presse turque, la presse grecque, la presse croate, la presse, la presse italienne, c'est dingue. Alors, il y a des gens, j'ai vu cet après-midi, pas beaucoup, hein, mais on a quelques trolls qui disent oui, c'est scandaleux, il y a des sujets beaucoup plus importants, tout ça c'est fait exprès pour cacher. Non. Je suis absolument certain que tout ça n'est pas un montage. Là, les gens qui voient toujours oui, mais non, tout ça a été. Non. Là, Macron, il ressort détruit de cet épisode. Donc, c'est pas un montage. Il l'a pas fait exprès pour camoufler, par exemple, la loi sur laquelle on va revenir, je pense, la loi sur l'euthanasie. Il n'a pas fait ça comme ça. Non. Ça, c'est pas. Faut vraiment arrêter. Il y a des gens, j'ai noté dans la sphère comme ça, sur Internet, des gens qui croient que tout est toujours prévu à l'avance. Non. Il y a aussi de la vie réelle, c'est que les choses sont pas toujours prévues et que là, il y a eu un problème. Bon. Deuxièmement, il y a des gens qui disent oui, c'est pas important du tout. Mais si, c'est extrêmement important. Parce qu'en politique, je suis bien placé pour le savoir depuis 18 ans. Ce qui compte, ce n'est pas la réalité, c'est la perception de la réalité. Pour beaucoup de gens. Pour énormément de gens. Moi, je l'ai vu à mon détriment, notamment depuis que j'ai créé l'UPR et en 2017. J'ai la faiblesse de penser que parmi les 11 candidats à l'élection présidentielle de 2017, j'étais le meilleur. J'étais celui qui avait fait le bon diagnostic, le bon programme pour la France. Imaginez, si j'avais été élu, que soit sorti en 2017, il y a 8 ans, de l'Union européenne et de l'euro. Imaginez ce qui se passerait si on aurait échappé à des centaines de milliards d'euros de déficit, on aurait retrouvé une puissance d'équilibre, on aurait relancé notre économie, relancé notre industrie. Actuellement, on ne serait pas en guerre larvée avec la Russie, etc., etc. Eh bien, pour autant, rappelez-vous ce qui s'est passé, on m'a présenté comme un farfelu. Quand j'étais reçu, par exemple, par M. Gilles Boulot sur TF1, il m'a reçu. Alors, M. Asselineau, il paraît que vous êtes complotiste, vous voyez la CIA partout. J'avais dit oui, d'ailleurs, regardez le journal Historia, vous vous rappelez peut-être notre truc. Aussitôt, ça avait été panique à bord. Le magazine Historia avait viré la référence que je venais de montrer sur TF1 20h dans la demi-heure qui avait suivi de son site Internet. Parce que les médias tenaient absolument à me présenter comme une espèce de professeur nimbus. En revanche, rappelez-vous quand même, rappelez-vous comment on a présenté aux Français Macron et son couple. Que c'était un couple formidable, c'était l'amour comme on n'en avait jamais vu, un truc extraordinaire, une fascination réciproque, que Macron c'était le Mozart de la finance, etc., etc. Alors qu'on apprend ces jours-ci que le Fonds monétaire international tire la sonnette d'alarme et que la France est au bord vraiment de la faillite générale. Rappelez-vous comment on a présenté ça. Donc c'est très important de comprendre qu'en politique, ce ne sont pas uniquement les faits ni les programmes. D'ailleurs, c'était quoi le programme de Macron? Parce que c'est notre projet. Vous vous rappelez quand il avait gueulé ça? Voilà. Les Français ont voté pour lui parce qu'il a été super représenté dans tous les médias et toujours présenté de façon extrêmement flatteuse. Voilà.
Alors ce qui se passe aujourd'hui est un désastre absolu, parce qu'on se rend compte maintenant, au bout de 8 ans, que c'est sans doute l'un des pires chefs d'État de toute l'histoire de France, depuis 1500 ans. En tout cas, il est sûr qu'il a déjà le pompon en termes de président de la République. Je crois qu'il n'y a eu aucun président de la République française qui ait été à ce point un désastre pour la patrie. Il va laisser la France dans on ne sait pas quel état. Et le problème qu'il y a, c'est que tous les jours qui passent, c'est un nouveau scandale, c'est un nouveau tollé international. Les gens qui disent « mais non, là vous parlez d'une vie privée ». Mais c'est pas la vie privée. Il n'y a pas de vie privée quand on est un chef d'État. Il n'y a pas de vie privée quand on est bras dessus bras dessous, ou justement pas bras dessus bras dessous avec son épouse. Je rappelle que lorsque De Gaulle était à l'Élysée, mais c'était vrai aussi d'ailleurs de Pompidou, De Gaulle faisait très rarement des déplacements avec son épouse, qui restait... J'ai déjà eu l'occasion de le dire d'ailleurs pendant la campagne présidentielle de 2017. J'avais dit que moi, si j'avais été élu, il n'y aurait pas de première dame. Il y aurait la femme du président de la République, comme il y avait la femme de Gaulle, la femme de Pompidou, la femme de Giscard, la femme de Mitterrand, etc. Cette idée de first lady, de première dame qui se met sur le devant de la scène, est totalement contraire aux traditions républicaines. Et donc, le problème auquel on a affaire, c'est qu'on a on a un couple maintenant qui est en train de ridiculiser la France. Voilà. Et c'est très, 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 très grave. C'est au moins aussi grave que les prises de position sur la guerre, en matière économique, etc., sur les sanctions, parce que Macron est en train de ruiner définitivement, j'en sais rien, mais en train de ruiner la réputation de notre pays pendant des années. Est-ce que les gens se rendent compte, notamment dans tout le bassin méditerranéen où cette affaire fait Florès, est-ce que les gens qui ont... Alors, sauf évidemment si vous êtes des trolls et de mauvaise foi, mais est-ce que vous vous rendez compte, le petit peuple grec, turc, etc., dans le monde arabe, en Moyen-Orient, etc., est-ce que vous vous rendez compte quand ils apprennent qu'il y a eu le président de la République française qui arrive au Vietnam, et d'ailleurs au Vietnam soi-même, et que son épouse, devant les télévisions du monde entier, lui colle une gifle et ensuite descend en le traitant de loser. Mais est-ce que vous vous rendez compte ? C'est inouï. C'est inouï. Voilà. C'est inouï. C'est d'ailleurs un comportement qui devrait justifier, encore un comportement qui devrait justifier le lancement de la destitution de Macron, parce que c'est cette espèce d'exhibitionnisme de ce couple improbable. Les Français n'en peuvent plus, en fait. Il salit la France tous les jours. Et puis les mensonges à répétition, c'est-à-dire tout ça est absolument incompatible avec la dignité de la fonction. Voilà, c'est tout. Alors que je signale au petit bataillon de trolls de McKinsey ou autres qui essaient de venir sur notre page qu'ils sont immédiatement, ils sont très vite repérés et nous ne nous laisserons pas intimider. Il est très important, ça n'est pas un détail, il est très important que les Français décryptent toute cette histoire, connaissent les conséquences en matière internationale de ce que ça représente. De la même façon qu'il est très important que les Français connaissent aussi tout ce que je dis par ailleurs. 99% de mon temps est occupé à des choses d'un autre niveau. Mais celle-ci doit aussi être évoquée.